thérapie sportive et cancer, parlons-en, présenté par Julia. Nous sommes aujourd'hui dans les studios de RLP Radio où je reçois Maria, Delphine et Evelyne. Bonjour toutes les trois. Bonjour. Bonjour. Présentez-nous l'historique de l'établissement scolaire Saint-Joseph Saint-Vincent-de-Paul. Evelyne. Alors l'établissement scolaire va fêter ses 150 ans d'ici 3 ans. Il a d'abord été un collège, puis un collège et lycée général et technologique. En 1982, le lycée Saint-Vincent-de-Paul est arrivé dans les locaux de Saint-Joseph. C'est pour ça qu'il a maintenant les deux noms. Et il s'est complété d'une unité de formation par apprentissage dans les années 2010 à peu près. Travaillez-vous sur la partie oncologie avec la section coiffure, Delphine ? Oui, nous travaillons donc sur la partie oncologie en cours sur le don de soi. On travaille ça en lien avec le côté professionnel et le français, ce qu'on fait étudier, on fait lire le livre La Tresse de Laetitia Colombani à nos élèves, qui raconte donc toute une histoire où à la fin il y a un don de cheveux qui est fait à un dieu, mais qui est les cheveux sont récupérés par une entreprise justement pour la création de perruques. Et donc nous travaillons, on sensibilise nos élèves sur le don de soi, et donc nous sommes en lien justement sur toute cette période d'actions qui sont mises contre le cancer de septembre à décembre sur cette période-là. Et quelles ont été vos actions finalement avec la CAMI en 2025 ? On sait que vous avez contribué à créer un partenariat avec l'association CAMI. Dites-nous un peu plus sur les actions, le partenariat en cours. Alors, donc, au niveau du partenariat avec la CAMI, donc, on a fait la marche solidaire au mois de septembre avec nos élèves. Donc, cette marche solidaire vraiment rentrait réellement en lien avec le don de soi pour nos élèves. Ça a permis à nos élèves justement de rencontrer des personnes malades, mais en rémission aussi, de pouvoir échanger parce que pour certains élèves, parfois c'est compliqué, ça leur semble difficile de pouvoir engager une conversation face à une personne qui est malade. Et là, ça leur a permis, on était en extérieur, on marchait, on était tous ensemble, d'être vraiment beaucoup plus libres et d'engager davantage la conversation et d'apprendre aussi beaucoup de choses justement face à la maladie. Donc, il y a finalement une barrière de franchie suite à cet événement entre l'élève et le patient en situation de cancer. C'est Oui. un peu ce que vous avez ressenti ? Oui, tout à fait. Oui, ce sont le groupe d'élèves avec qui nous avons fait cette marche quand nous étions sur le chemin du retour pour remonter à l'établissement. Ils étaient enchantés en fin de compte parce qu'ils se sont rendus compte que certaines personnes arrivent à parler librement justement de la maladie sans tabou, et du coup ça leur a permis d'apprendre plein de choses, de découvrir les personnes, que c'est pas parce qu'on est malade qu'on ne va pas rire, qu'on ne va pas faire justement d'activités sportives, qu'on va pas se mélanger avec d'autres personnes sur différents événements. Donc oui, parce que c'est vrai que malheureusement cette année on n'avait pas eu un trop beau temps en plus, mais les élèves étaient ravis de ce moment de partage. Donc un moment de partage pour les élèves et qui finalement concrétise aussi l'histoire de la tresse qui est peut-être romancée, qui pouvait paraître abstraite pour les élèves. Finalement, est-ce qu'il y a eu un écho entre cette journée, les témoignages des patients et le livre ? Est-ce que vous avez eu des retours dessus ? Oui, les élèves ont compris davantage, parce que justement dans le livre de la tresse, il y a un personnage qui a un cancer, et du coup les élèves ont mieux compris peut-être pourquoi elle cachait sa maladie face à la famille, face au travail, parce qu'il y a des gens qui se sentent mal à l'aise par rapport à ça, et d'autres qui au contraire sont beaucoup plus libres. Et le fait du don de soi, du don de cheveux aussi par une autre héroïne de ce livre, ça donne un sens justement, nous, au partenariat qu'on a avec l'association Solidaire, où on récupère des longueurs de cheveux. Donc on sensibilise aussi nos élèves par rapport à ça, qui sensibilisent leurs maîtres de stage lorsqu'ils vont en stage, et on a des élèves qui reviennent avec des longueurs de cheveux bien convenables pour justement la création de perruques, et on envoie l'établissement justement est dépositaire, et on envoie à l'association Solidaire.
Vous contribuez finalement à travailler sur l'image de soi dans le cadre notamment du cancer du sein, chez les femmes en situation de cancer du sein qui doivent se faire raser à certains moments de la maladie, de la période de la maladie. Il y a vraiment un travail sur l'image de soi avec les élèves, travail d'aide en direction du cancer du sein. Oui, parce que dans le métier que l'on fait, on se retrouve souvent confronté à notre clientèle qui malheureusement se retrouve atteinte du cancer du sein. Et moi, je leur ai expliqué aussi mon expérience. Quand vous avez une cliente qui arrive et qui vous dit, voilà, il faudrait que je vienne vous voir, mais est-ce que ça peut être en fin de journée? Et quand elle vous explique justement, donc il y a ce côté émotion aussi qui rentre en jeu, mais qu'on a besoin de raser la tête, quoi, de passer la tondeuse. Voilà, c'est quand même dur il faut arriver à l'accepter, c'est compliqué, c'est notre rôle, nous en tant que coiffeurs, donc on apprend aussi aux élèves sur ce côté à essayer de gérer ses émotions face à la maladie en fin de compte. Il y a une gestion de l'émotion, et puis pour les élèves étant jeunes, ça peut être surprenant finalement d'avoir une demande d'une femme qui arrive, qui veut se faire raser les cheveux et la tête, et finalement il y a vraiment cette construction psychologique de l'élève aussi dans le parcours de la section coiffure de Sajo. En quoi est-ce important que le lycée professionnel s'implique auprès de l'association dans le sport cancer, justement ? C'est important parce que ça leur permet de voir qu'on a besoin d'accompagner les personnes qui sont malades, qui sont atteintes de cancer. On a besoin d'être entourés. Et pas forcément que par la famille. C'est tout un environnement autour de soi qui fait que plus on est accompagné et plus on est bien, je pense, dans sa tête, dans sa peau. En fin de compte, c'est surtout ça. L'accompagnement est très, très important et je pense que c'est une de nos priorités, justement aussi en plus dans l'établissement. Donc ça donne vraiment du sens pour nous. Il me semble que je vous avais croisé justement dans le hall de la clinique où vous vendiez des bandeaux. À un moment donné, vous avez aussi des ateliers manuels en direction des femmes en situation de cancer. Est-ce qu'on peut en parler plus précisément ? Oui, du coup, donc au niveau de la filière coiffure, de septembre à décembre, on a des journées clientèle. Enfin, on a des journées clientèle tous les mercredis après-midi, tout au long de l'année scolaire. Et donc, de septembre à décembre, on a fait un don donc, par rapport aux ces bénéfices de la journée clientèle, donc à Camisport, mais aussi à la Ligue contre le cancer. Et avec la filière aussi esthétique, nous avons participé justement à Octobre Rose, là où on s'est rencontrés aussi. Et les élèves justement de coiffure pour le don de soi ont créé ils ont récupéré des tissus et ils ont créé des petits nœuds, des bandeaux pour offrir justement aux patients. Parce que coiffer quand on n'a plus de cheveux, c'est compliqué, mais on se couvre la tête avec des bandeaux. Donc du coup, les élèves ont décidé de faire un don à leur façon pour accompagner les personnes. Donc les remèdes esthétiques au crâne rasé pour finalement que les femmes se trouvent belles au quotidien et surmontent l'étape de la maladie. Oui, et c'est vrai que pendant cette journée-là, par rapport à Octobre Rose, donc les élèves étaient présents, donc accompagnés, expliquer comment positionner le bandeau, ça peut être accessoirisé avec un petit nœud, des choses comme ça. Et nos élèves d'esthétique étaient là aussi pour des modelages de main, pour des poses de vernis, parce que ce sont des produits vraiment spécifiques qu'il faut utiliser à ce moment-là, sur cette période-là. Et les élèves se sont rendus compte aussi que pour les malades, oui, il faut un accompagnement, mais il y a toutes les personnes qui les accompagnent, que ce soit le personnel médical ou familial aussi qui est là et qui a besoin aussi qu'on lui apporte de l'attention. Très très intéressant, mais de manière plus macroscopique, quelles sont les actions finalement au sein de Saint-Joseph, Saint-Vincent-de-Paul qui vont avoir lieu cette année au sein de la section coiffure ? Donc on a eu si je fais une rétrospective de l'année scolaire depuis le mois de septembre, donc on a fait de la marche solidaire avec Camisport, on a fait Octobre Rose avec la Ligue contre le cancer et on est aussi en partenariat avec 2 autres structures qui est sur l'accompagnement, le bien-être aux personnes et que ce soit des personnes qui soient en réinsertion, des personnes adultes, mais aussi au niveau des enfants, parce que même au niveau des enfants, il y a besoin aussi
d'apporter de l'estime de soi, redonner confiance en soi en fin de compte. Donc au sein de la section coiffure, vous travaillez finalement aussi avec des enfants en pédiatrie ? Alors, pour le moment, nous n'avons pas d'enfants au niveau de la pédiatrie, mais ce sont des enfants en mal-être, voilà, mal-être personnel. Donc, ça permet de redonner aussi confiance en soi. Mais en pédiatrie, pourquoi pas ? Si on pouvait, ça pourrait être très intéressant aussi pour nos élèves. Ce serait une ouverture supplémentaire. Nous avons la chance d'avoir Maria avec nous dans le studio. Maria, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Maria Benito Blanco et je suis professeure d'espagnol au collège, lycée pro de Saint-Joseph, Saint-Vincent-de-Paul. Et voilà, actuellement, en arrêt maladie depuis un an. Parlez-nous de votre parcours de soins en oncologie. Voilà, actuellement, j'ai un cancer luminal HR2 amplifié. J'ai fait un parcours du combattant, je dirais. J'ai commencé par une autopalpation. J'ai eu une bosse qui gonflait, qui faisait mal au sein gauche. Et après, fait un petit rendez-vous avec une gynécologue. J'ai eu droit à une mammographie, une échographie. Et comme c'était pas très concluant, ils ont décidé de me faire une biopsie. Alors je rappelle, la mammographie, c'est l'examen de contrôle qui permet de détecter un éventuel cancer du sein pour les auditeurs qui nous écoutent, et la biopsie qui permet finalement de diagnostiquer le cancer, de poser le diagnostic. Et vous avez eu ces 2 examens dans la foulée, c'est bien ça, Maria ? Et j'ai fait mammographie, échographie, et après un autre jour, j'ai eu la biopsie. Et c'était, oui, bien ça. J'ai eu mes résultats les 27 février de l'année dernière. Et lorsque j'étais dans un voyage d'Erasmus avec ma chère collègue Delphine, voilà, on a partagé, je dirais pas ces bons moments d'Erasmus, oui, mais des résultats que c'était pas exactement très sympa, on va dire. Mais voilà, c'est ça aussi, les collègues, les partages, l'entraide. Voilà, une petite famille à Saint-Joseph, Saint-Vincent-de-Paul. Et après, j'ai eu un rendez-vous avec un gynécologue à nouveau, mais cette fois-ci à la polyclinique, dans lesquels ils m'ont développé tous les parcours, tous les protocoles que j'allais suivre. Ils vous ont présenté finalement le protocole duquel vous allez bénéficier dans le cadre du cancer du sein. Ils ont pris le temps de vous expliquer pour que vous commenciez les traitements dans la foulée ? Oui, voilà, ils m'ont expliqué un petit peu comment ça allait s'est passé. Après, j'ai eu quelques petits problèmes et je suis partie pour Bordeaux, pour Bergognier, dans lesquels j'ai vu un comité des sains, et dans lesquels il y avait un oncologue, une radiothérapeute et un chirurgien. Dans lesquels ils m'ont réexpliqué tous les parcours. Ceci, c'était un petit peu différent de ce qu'ils m'avaient donné à la polyclinique à Périgueux. Et voilà, c'était parti pour tous les traitements, commencer par une pose des chambres implantables. Alors la chambre implantable, qu'est-ce que c'est pour les auditeurs qui nous écoutent justement ? C'est une petite, comment dire, une capsule qui est sous la peau, à côté, normalement... Susclaviculaire, sous voilà. La clavicule. C'est ça. Et normalement, on les pose côté droit. Et c'est par laquelle ils vont passer tous les traitements oncologiques. Les traitements passent par le tuyau qui va passer par la veine cave du cœur, et le cœur va finalement libérer la chimio dans tout le corps pour que la chimio puisse agir sur les cellules cancéreuses. Voilà, c'est un peu ça, oui. Et à partir de là, j'ai suivi une chimio avec 9 C, bon, si on dit tout, plus 12 Taxol. C'est des chimiothérapies fortes ?
Et les 9, c'est considéré, les premières 9 chimios, c'est considéré des fortes. Et c'est pour celles-là qu'ils font chaque 3 semaines. Et normalement, après ça dépend des patients. Et après, les Taxol, ça s'est fait toutes les semaines parce que c'est considéré que c'est un petit peu moins fort et que les corps, il peut tenir, quoi, il peut résister ces chocs. Après, des fois, il peut être diminué car les corps, il peut avoir des effets secondaires et il peut décider de raccourcir. Bon. Quel effet secondaire vous avez eu justement sur ces 2 chimiothérapies, les principaux? Alors, j'ai eu quand même la chance, je dirais, de ne pas avoir beaucoup des effets secondaires. Il faut dire que parce que au début, quand ils me donnent la chimio qui est plus forte, ils donnent avec cette chimio un produit pour éviter les nausées et les vomissements. Alors, les premières fois, j'ai eu des petits nausées. J'ai décidé de me faire aider aussi par une magnétiseuse. Et c'était quelque chose qui, dans mon cas, en tout cas, et il m'a bien aidé. En quoi la magnétiseuse a été bénéfique dans le parcours au cœur de la chimiothérapie? Pour la chimio, moi j'ai fait à distance. Avant de commencer, j'avais vu la magnétiseuse. Il m'a aidé comment dire, à mieux me présenter vers cette première chimio. Et mon corps, il était plus relaxé. Dans de meilleures dispositions. Des mains, voilà. Et après, ça a été à distance. Je suis pas allée directement voir au cabinet. Mais la personne, j'ai envoyé un petit message et il m'a fait ça à distance des petits soins. Ça se fait à distance, d'accord. Ça s'est fait à distance, voilà. Ça peut se faire même avec une photo. Dans mon cas, comme je connaissais la magnétiseuse, j'ai pas eu besoin d'envoyer une photo ni rien. Mais ça m'a aidé quand j'ai commencé à avoir comme des nausées. J'ai envoyé un petit message et la personne vous a pris en charge à distance. Voilà, à distance. Et j'ai senti comme une petite chaleur dans mon corps, dans l'estomac. Et après, ça s'arrêtait complètement. J'avais plus envie de vomir, ni de nausées, ni rien. Une réaction du corps au magnétisme, même à distance, qui fonctionne. Même à distance, il faut savoir. Même à distance. En tout cas pour moi. Après, je suis partie pour un second rendez-vous avec les comités d'ISAN à Vergogné, dans lesquels ils m'ont donné des bonnes nouvelles. Et c'était qu'après m'avoir fait une autre mammographie, échographie, et voilà, mon cancer, il avait disparu. J'avais plus rien. Donc une bonne réaction finalement du corps aux chimiothérapies. Oui. On s'est dit que, c'est vrai que quand on est dedans, c'est pas tous les jours évident d'avoir la chimio, d'aller au combat, quoi. Mais après, quand on a ces petits résultats, on s'est dit, ça vaut la peine, c'est vraiment pour quelque chose. Mais j'ai eu aussi une mauvaise nouvelle. Et c'était que malgré que j'avais plus rien, à cause de mon âge et un petit peu, ce qui mesurait mon cancer d'avant, ils ont décidé de me faire une mastectomie. Alors, donc une mastectomie, un retrait total du sein, par mesure de précaution, pour éviter la réapparition du cancer. Voilà. Alors du coup, j'ai eu mon opération avec une reconstruction par prothèse et un curage axillaire, ça veut dire qu'ils enlèvent les ganglions. Donc la prothèse, je reviens sur la prothèse qui est mise sur le grand pectoral, c'est ça? C'est une prothèse qui est positionnée donc sous la peau? Pour ceux qui nous écoutent. Voilà, c'est juste sous la peau et on a les muscles derrière, en dessous. Voilà, et après les curages axillaires, ils nous font un petit, une petite coupure en dessous du bras, au niveau des... Niveau latéral, sur le côté?
Voilà, et pour enlever quelques ganglions qui peuvent être touchés par la maladie. Il y en a eu combien pour vous de retirer des ganglions? Pour moi, c'était 9, car j'avais 4 qui avaient été touchés. Les premiers qui étaient plus malades, quoi, et les autres, ils s'étaient un petit peu touchés, quoi. Donc un curage axillaire sur la première opération et puis un retrait total du sein. Est-ce que vous avez eu d'autres traitements, Maria? On entend souvent les mots immunothérapie, radiothérapie. Est-ce que vous avez bénéficié de ces traitements? Oui, après ma chirurgie, j'ai eu une radiothérapie avec 15 séances et, à Périgueux. Au même temps, j'ai commencé l'hormonothérapie que j'ai pour 10 ans. Et alors, l'hormonothérapie, un cachet à prendre tous les jours, c'est bien ça, pendant 10 ans? Voilà. Ça dépend. Dans mon cas, c'est juste un cachet. Dans d'autres cas, ça peut être 2 cachets. Je crois qu'il y a même 3. Moi, j'ai juste un cachet à prendre. Par contre, c'est pendant 10 ans. Pour éviter la réapparition du cancer, du coup, que les hormones féminines viennent restimuler la zone cancéreuse et recréer le cancer. Tout à fait. C'est ça, c'est un petit peu pour la suppression de la fonction ovarienne. Limiter l'apparition d'œstrogènes dans le corps, qui est des œstrogènes qui viennent justement... Donc ça bloque la fonction ovarienne. On peut parler de ménopause artificielle dans le cadre de l'hormonothérapie? Oui, ça peut aider, ça dépend d'hormonothérapie. Normalement, on se met en ménopause, quoi, mais il faut savoir que des fois, on peut avoir encore ces règles, quoi. Et donc dans l'ordre, la chirurgie, vous avez eu la chimiothérapie, également avant l'hormonothérapie, les 15 séances de radiothérapie. Non, c'était au même temps. En même temps. Dans mon cas, c'était radiothérapie, hormonothérapie et même un autre traitement qui s'appelle décapétyle, que c'est une petite piqûre qui justement aide encore à la suppression de la fonction des ovaires. Voilà. Qui complémente l'hormonothérapie. La radiothérapie, pour ceux qui nous écoutent, il y a une séance de centrage où finalement les manipulateurs radio vont venir cibler la zone à irradier et puis derrière 15 séances qui vont avoir lieu tous les jours. C'est du lundi au vendredi avec la pause du week-end pour permettre finalement de lutter contre les cellules cancéreuses qui pourraient rester même suite à l'opération. C'est bien ça, Maria? Oui, tout à fait. En fait, s'il y a un reste des cellules, on va dire, qui n'a pas été supprimé déjà dans la chirurgie, celle-ci sera brûlée, ou en tout cas, il n'arrivera plus à se dédoubler, on va dire. Vous êtes présente à l'ACAMI depuis plusieurs mois. Vous êtes d'ailleurs très assidue aux séances et vous avez bien progressé. Comment êtes-vous arrivée à l'ACAMI? Comment avez-vous connu l'association? Ça a été grâce à une collègue et amie, toujours à Saint-Joseph, qui malheureusement, elle a passé par ces petits parcours des combattants de la maladie et qui m'a dit Maria, il faut vraiment que tu ailles voir la Camille, ça va te faire du bien, tu vas faire des sports, tu vas pouvoir bouger. Et me voilà, depuis déjà quelques séances. Depuis plusieurs séances, vous êtes là. Et est-ce qu'au début, ça a été difficile? Est-ce que vous étiez surprise par la méthode Camille? Je dirais pas difficile, mais car au début, j'étais pas encore dans les traitements. J'ai commencé un petit peu avant les traitements et au début, je ne sentais pas si difficile. Au fur et à mesure qu'on commence à voir les traitements, et les muscles ils sont un petit peu plus tendus, la flexibilité, je crois qu'on commence à l'oublier. À perdre la souplesse, voilà, vous avez ressenti ça? Oui. Voilà, on devient raide comme un piquet, il faut dire la vérité. Et ça fait vraiment du bien, quoi. Physiquement et mentalement, je dirais. C'est savoir qu'on peut faire aussi des choses, essayer de se dépasser, c'est très important. Donc finalement, vous avez réussi à faire des mouvements que vous ne pensiez pas réussir à faire à la Camille? Non, et je pense que même avant, je ne faisais pas quand j'étais en pleine santé.
C'est surprenant, ça veut dire que vous avez gagné en capacité physique au cœur de la maladie ? Oui, peut-être pas au niveau oui, même au niveau musculaire, mais surtout aux flexibilités. Moi, j'ai jamais été flexible. Il faut savoir qu'à la Camille, on travaille beaucoup en Dordogne la souplesse pour lutter contre les douleurs articulaires, ce qui est essentiel en situation d'hormonothérapie, mais également en chimiothérapie avec la fonte de masse, la perte de masse musculaire. Il y a aussi un gros travail à faire en termes de souplesse. Les articulations se verrouillent, les muscles deviennent rigides, vous en avez parlé. Il y a vraiment aussi un avantage à bouger, même en situation de très grande fatigue, pour diminuer la fatigue. Ça a été prouvé scientifiquement, plus vous allez bouger, plus vous limitez l'asthénie, donc la fatigue chronique du patient, et donc il va y avoir finalement une envie de plus bouger au quotidien et une amélioration de la qualité de vie au quotidien. Justement, quels ont été les bénéfices des séances sur le corps et l'esprit de manière plus globale, Maria ? Par rapport à moi, j'ai trouvé que très important de pouvoir se dépasser dans ces moments. Déjà donner du mieux. Parce que c'est pas tous les jours évident. On n'a pas toujours même envie d'y aller parce qu'on a certaines douleurs, mais on s'est dit, allez, on va aller, il faut continuer. Après, vous parlez d'une forme de discipline plus que d'une motivation au début ? Ça peut devenir, oui, comme une discipline d'essayer de dire. Après, ça devient motivant aussi. Il va l'un avec l'autre. Et après, parce qu'on se rend compte que dans les tous les jours, on se sent mieux parce qu'on a un renforcement musculaire, parce qu'on arrive à se tenir droit, on est un petit peu plus souple, comme je vous disais, moi qui déjà j'étais pas. Et aussi dans les séances Camille, à la fin, on se relaxe, on apprend à bien respirer aussi. Grâce à ça aussi, on a moins de douleurs. Et après, il y a quelque chose d'assez mental, que ça va être les partages des moments avec d'autres malades, mais sans que ça soit des traitements. Parce que pendant les traitements, ça c'est sûr qu'on est avec d'autres malades. Mais là, c'est différent. C'est pour faire des sports, de la gym, pour rigoler aussi. Vous créez du lien entre vous, finalement ? Tout à fait, parce qu'on va partager des astuces, des remèdes. Et voilà, on va s'appuyer des fois sur les autres. On va aider les autres à aller aussi mieux. Et on soutient les autres malades, ils nous soutiennent. On essaye de donner un petit sourire qui va ensoleiller la journée. Et des fois, c'est pas grand-chose, mais ça compte. Ça compte beaucoup. Il faut savoir, vous êtes venu à la Camille du coup sur plusieurs mois, 2 fois par semaine. C'était un rendez-vous toutes les semaines sur lequel vous avez été relativement fidèle, vous avez pu observer des bénéfices. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des patients qui hésiteraient à venir, qui pensent que ça risque d'être trop compliqué pour eux ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour leur donner envie en tant que patiente qui a vécu le cancer, la maladie et qui a osé franchir la porte de la Camille ? Que je pense, c'est sûr que c'est pas tous les jours évident de s'élever et dire bon, je vais faire un petit peu de sport, je vais marcher, je vais faire d'autres choses. Mais ça aide pas simplement physiquement, sinon mentalement. C'est l'effet d'aller de l'avant, de se dépasser, de trouver d'autres personnes, de partager ces moments qui ne sont pas toujours évidents. Je ne dis pas, il y a des jours où on a mal partout, mais on s'est dit, allez, on continue. Il y a d'autres personnes qui sont comme nous, qui sont peut-être moins bien que nous, et on avance. Alors oui, c'est important d'aller à la Camille, pas juste pour se dire, on va faire une gym, sinon pour se dire on va arriver, on va se dépasser, on va faire un pas en avant et on va pas rester là que la maladie il continue à nous ronger et sinon vraiment aller de l'avant quoi. Oui. On sait que la Camille, d'ailleurs, on n'a pas parlé, c'est un tremplin. C'est un tremplin pour les patients. Le but, c'est pas d'y rester trop longtemps. Le but, c'est d'y rester tant qu'on est éligible. Et donc, quand le patient est en traitement, il peut y rester sur 3 mois renouvelables. Ça peut être jusqu'à 6 mois, 1 an pour certains, 9 mois, 1 an.
Ensuite, le patient doit trouver un projet sportif. Vous, quel est votre projet sportif, Maria, à la sortie de l'ACAMI ? Bon, actuellement déjà, je marche pas mal dans la forêt. Voilà, je vais me faire mes 5 km ou mes 10 km. Ça dépend des jours et des moments, il faut dire. Mais après, j'aimerais bien prendre du pilates ou une gym un peu douce pour petit à petit arriver à faire mieux et, comme j'ai dit, me dépasser, quoi. Et rester active. Surtout. Merci à toutes les trois pour ce passage inédit dans les locaux de RLP. Merci beaucoup. Merci Julia.